Bonjour, donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle série de vidéos sur les ensembles de nombres et sur comment on construit ces ensembles de nombres. Parce que si ce n'est que l'ensemble des antinaturels c'est 0, 1, 2, 3, 4, qu'on a une addition dessus, qu'on met un moins devant et que ça devient les nombres relatifs, qu'on met une barre fraction et que ça devient l'irrationnel, on bouche les trous et ça fait des réels. Puis après, on passe ça en dimension 2 avec un produit bizarre et des i qui sont des racines de moins 1. Puis, comment ça marche créer des nombres, parce que c'est un peu ce qu'on a fait quand on est passé d'une étape à celle d'après à chaque fois. Et on va ici, dans cette vidéo, s'intéresser aux nombres entiers via ce qu'on appelle l'axiomatique de Peano, qui est une des premières personnes à avoir essayé de mettre sur ces ensembles de nombres des règles précises, alors qu'avant, les entiers, tout ça, c'était quelque chose de plutôt tacite. D'ailleurs, si on regarde ça, même historiquement, pendant très longtemps, par exemple, il n'y a pas eu de nombre négatif. Voilà, ça montre que finalement, c'est aussi des concepts, les nombres, qui sont pas forcément toujours faciles à appréhender. La première fois qu'on parle de nombres négatifs en petite classe, on est mais ça n'existe pas ça. Puis après on nous dit mais si regarde quand tu descends dans les étages, dans les ascenseurs, quand tu descends en dessous du niveau 0, c'est le niveau moins 20. Voilà, comment on définit en fait proprement ces choses que sont même les soustractions, les additions, comment tout ça marche. Et bon, c'est quelque chose qui m'intéressait pas mal en début d'année. C'est quelque chose qui n'est pas forcément étudié en prépa. Peut-être pareil qu'ils en parlent un peu en master, mais en fait c'est pas très difficile. C'est juste que c'est pas forcément des choses qui intéressent des gens qui vont finir un G, parce que globalement c'est pas très calculatoire, c'est plutôt un peu c'est pour le fun. Donc voilà, on est parti avec les entiers naturels et ce qu'on va appeler les axiomes de Peano. Ensuite, on définira l'addition, la multiplication sur l'ensemble des entiers naturels. Et ensuite, la relation d'ordre usuelle, qu'est-ce qui fait qu'un nombre est plus petit qu'un autre. Donc, on est parti avec les axiomes de Peano. Pour ça, on va commencer par parler de triplet naturel. Donc, un triplet naturel, c'est un triplet ONS. Donc, ON, c'est un ensemble. Bien sûr, c'est ce que plus tard on va transformer en ensemble des entiers naturels. O, c'est un point qui appartient à n, c'est un élément de n. O comme origine en fait. O, ça va être notre 0. Et S, c'est une fonction de n dans n. Donc, c'est une fonction de n dans n qui en fait va être notre opération de succession. S comme succession. En fait, l'idée c'est que si on prend un nombre, notre opération de succession nous donne celui qui est juste après. Et donc, pour pouvoir construire vraiment bien notre ensemble des nombres entiers, avec ce O, ce S et ce N, cet ensemble des nombres entiers qu'on unit d'une origine en fait, et d'une opération de succession, il faut que notre triplet naturel, notre donnée d'un ensemble, d'un point de l'ensemble, d'un point de l'ensemble et d'une fonction dans l'ensemble, vérifie les choses suivantes. Déjà, S est injective. Donc, notre opération de succession, si on prend un nombre entier dedans, on prend n, ça renvoie Sn. Et on veut que ce soit injective, ça veut dire que si on a Sn, par exemple avec n entier qui est égal à Sn', ça veut dire qu'on a n égale à n'. Notre opération de succession, il faut vraiment percevoir ça comme un plus 1. En fait, ce qu'on est en train de dire là, c'est que on a S, on a n, on a n', et que si on a n plus 1 qui est égal à n' plus 1, ça veut dire qu'on a n qui est égal à S. Qui est égal à n'. C'est assez logique, on a fait moins 1 de chaque côté, sauf que le moins n'existe pas encore, le plus n'existe pas non plus. Pour l'instant, on n'a que cette opération de succession. C'est important qu'on veut que ce soit injectif. On ne veut pas que deux nombres différents aient le même successeur, sinon ça nous perturberait notre ordre des entiers, on les a les uns à la suite des autres. Si on a deux qui ont la même suite, si on essaie de faire ça avec des flèches, en passant à chaque fois en bondissant d'un point à celui d'après, on voit que si deux points différents ont une flèche qui mène au même troisième point, c'est un peu bizarre dans nos nombres entiers, ça marche pas comme ça.
Bon, ensuite on veut que notre origine O n'appartienne pas à S de n. Donc S de n, hein, c'est les images des points de n par la fonction S. Hein. C'est comme quand on écrit f d'un ensemble, quand f est une fonction, hein, c'est l'image de cet ensemble par f. Image directe, voilà. Image directe. Donc ça c'est l'image directe de n par la fonction S. Et bah, en fait, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça nous dit qu'il n'y a aucun petit n dans grand N, tel que S de petit n, ça soit O. Ah oui, O c'est notre origine. On ne veut pas qu'au bout d'un moment, si on fait O, on fait S de O, on va l'appeler 1 par exemple, puis S de O, c'est-à-dire S de 1, je sais pas, appelons 2, etc. On ne veut pas qu'au bout d'un moment, on ait S d'un truc qui revienne sur 0. Ça poserait un problème si on a S d'un machin qui revient sur notre origine. Voilà. Donc ben, le premier, du coup, axiome, nous dit on est injectif, deux nombres différents n'ont pas le même successeur. Notre deuxième axiome, il nous dit 0 n'a pas de successeur. Et notre troisième axiome, c'est ce qu'on va appeler l'axiome de récurrence. Donc il est un peu plus compliqué. L'idée, c'est si A, ici, c'est une partie de n. Donc A, c'est un sous-ensemble de notre ensemble n. On va plus tard appeler notre ensemble de entiers naturels. Si cet ensemble, c'est un sous-ensemble de n, et qu'on a l'origine dedans. Et que SA est inclus dans A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout, si on prend le successeur de n'importe quel élément de A, parce que SA c'est le successeur, c'est l'ensemble, c'est l'image directe de A par S, donc c'est l'ensemble des images des éléments de A par S. On veut du coup que si on a un élément A, petit a, appelons-le n plutôt, si on a un élément n qui est dans A, on veut que S de n soit aussi dans A. Parce que du coup, si n est dans A, S de n c'est dans S de A, S de A est inclus dans A, donc S de n est aussi dans A. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que si notre sous-ensemble de n, il contient 0, et que pour chaque nombre, il contient son successeur, ça veut dire qu'il contient 0, le successeur de 0, le successeur du successeur de 0, le successeur du successeur du successeur de 0, etc. Et du coup, ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en gros, il suffit d'avoir 0 et de répéter l'opération S, d'avoir le successeur de 0, puis le successeur du successeur de 0, parce que le successeur de 0 est du coup aussi dans notre ensemble A, mais du coup le successeur du successeur de 0 y est aussi. Et en fait, ce qui nous dit cette condition, c'est pour chaque nombre, son successeur y est, et du coup on peut répéter l'opération de succession, et on nous dit que quand on fait ça, on est en train de construire tous les entiers. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de prendre une origine. De prendre cette origine, on répète notre opération de succession qui revient à chaque fois sur un point différent vu que S est injective, et que quand on fait ça, on est en train de construire tout l'ensemble N. Ce que nous dit notre troisième axiome, qui est en fait ce qu'on va appeler l'axiome de récurrence, et on justifiera encore plus pourquoi il s'appelle l'axiome de récurrence dans la diapo d'après. Donc on est en train de prendre une origine, de prendre cette opération de succession qui à partir de l'origine, on a fait S de l'origine, S de l'origine, puis etc. Et on refait des S sans jamais retomber sur le même point. Et on dit que comme ça, grâce au troisième axiome, on est en train de construire tous nos entiers. Et voilà comment on construit les entiers. Il nous faut un triplet naturel avec une origine. Cette opération qui à chaque fois nous construit l'élément d'après. Si elle prend 1, elle renvoie 2. Si elle prend 2, elle renvoie 3, etc. Et qui nous dit que comme ça, on a tout construit. On va jusqu'au bout, on construit tout. Donc voilà pour nos trois axiomes de Peano. Hein. C'est les axiomes de Peano. Si un ensemble vérifie ces axiomes de Peano, et ben en fait c'est un ensemble qui va pouvoir être identifié aux entiers naturels. Alors pourquoi c'est pas les entiers naturels? Déjà parce qu'on les a pas encore définis, mais ensuite parce que en fait il y a plusieurs triplets naturels. Si je prends par exemple 0 pour origine, que je prends l'ensemble des entiers naturels, et que mon opération de succession c'est celle qui a n associé à n plus 1, bah ça c'est un triplet naturel. Bah on espère bien que c'est un triplet naturel, hein, parce que c'est notre ensemble des nombres entiers, on espère bien que oui ça marche bien. Voilà, donc là on a donné un exemple de triplet naturel, mais bon ça se mord un peu la queue parce que n on va le définir grâce à ça. Donc voilà, c'est pour que vous voyez bien. Mais aussi si on prend 0, et qu'on prend tous nos entiers pairs, et que à un nombre on associe celui qui est 2 crans plus loin, ça aussi c'est un triplet naturel. Alors, en fait on est en train de compter 2 en 2. En l'origine 0, puis 2, puis 4, puis 6,
puis 8, etc. Ben, on constate que S est bien injective. Hein. Si on prend un élément, on va à celui qui est 2 rangs plus loin, ben, il n'y a qu'un seul antécédent, celui qui est 2 rangs avant, donc c'est bien injectif. Il y a bien notre origine qui n'est pas le successeur d'un nombre. Hein. Bah oui, 0 c'est le successeur de moins 2, sauf que moins 2 il n'est pas dans 2n. Et on a bien cette récurrence, parce que ben, si on a 0 dans un ensemble, et que à chaque fois on a l'élément qui est plus de rang après, ça veut dire qu'on a 0, qu'on a 2, qu'on a 4, qu'on a 6, qu'on a 8, etc. Et du coup on a bien tous nos nombres faits. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple de triplet naturel. Donc on peut prendre un troisième exemple de triplet naturel, un peu plus, comment dire, préhistorique. Bah, si je prends une barre, et que ça je dis que c'est 0, on pourrait l'appeler 1 aussi. Enfin, je prends mon origine à 1, je vais la prendre à 0. Parce qu'en soi, bah, rien n'empêche, par exemple si j'ai pris n étoiles avec pour origine 1, ça aurait fait aussi un triplet naturel. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1 c'est mon origine. Voilà. Cette idée d'ensemble des nombres naturels, c'est juste d'avoir un truc, puis ensuite de tout faire à partir de celui-là en répétant une opération de succession. Une origine, de tout faire à partir de cette origine. Donc, on a une barre. Puis ensuite, notre ensemble, bah, c'est l'ensemble d'un truc qui a un certain nombre de barres, donc soit une barre, soit 2 barres, soit 3 barres, 4 barres, etc. Et si notre opération de successeur, bah, si on a un truc avec je sais pas combien de barres, qu'on en rajoute une à la sortie, on nous fait une opération de successeur. Et là, c'est aussi un triplet naturel. On a bien notre origine, qui n'est pas le successeur de quelque chose, parce que ben, si on rajoute une barre, on ne pourra jamais en avoir une à la sortie. Hein. Excusez-moi. Et S c'est bien injective, parce que ben, si on a deux trucs qui ont le même successeur, ça veut dire qu'on leur a tous les deux rajouté le nombre, on leur a tous les deux rajouté une barre, et ils ont le même nombre de barres, ben, ça veut dire qu'avant ils avaient le même nombre de barres aussi. Et ben, si on a notre origine, on peut construire tout notre ensemble en rajoutant une barre à chaque fois. Voilà. Bon, alors le problème de tous ces trucs-là, c'est que ça utilise n, ça utilise aussi n, et ça utilise pas trop des maths. Parce qu'en fait, ce qu'on a envie de faire quand on définit... En fait, on a envie de montrer qu'il y a, histoire que ce qu'on est en train de faire ait un sens, qu'il existe au moins un triplet naturel. Et on ne peut pas montrer qu'il en utilise une liste 1 en utilisant n, parce que n c'est ce qu'on va définir. On ne peut pas montrer qu'il en existe un en additionnant des barres, parce que tout mathématicien se moquerait de vous en disant papa tu fais des barres, d'accord, mais c'est quoi comme objet mathématique? Donc pour sauver la face, à la place de ça on utilise en gros des ensembles vides, et on fait ce qui s'appelle la construction de von Neumann des entiers. Von Neumann c'est VON plus loin N-E-U-M-A-N. Je vous invite à chercher sur internet si ça vous intéresse. L'idée c'est qu'on prend notre origine, c'est l'ensemble vide, puis notre ensemble qu'on va appeler oméga en fait, juste parce qu'il l'appelle oméga d'habitude. En fait ça a des raisons un peu plus... Ça s'appelle oméga parce que c'est le plus petit ordinal transfini, mais oubliez ce que je viens de dire, sauf si ça vous intéresse vraiment, quelqu'un a tapé ordinal transfini sur internet, vous allez voir, c'est marrant. Il y a une super vidéo de Science for All là-dessus d'ailleurs, qui est totalement abordable. Donc, si on prend du coup l'ensemble vide, on prend l'ensemble de l'ensemble vide, puis l'ensemble de l'ensemble vide et de l'ensemble de l'ensemble vide, et un truc bizarre à chaque fois en fait. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est à chaque fois, on prend l'ensemble de tous les éléments qui précédaient. Vous voyez, là par exemple, il y avait l'ensemble vide et l'ensemble de l'ensemble vide qui précédaient, et du coup, on crée l'ensemble des éléments qui précèdent, etc. Bah, l'idée c'est que ça c'est notre 0, ça c'est notre 1, notre 2, notre 3, etc. On les a appelés comme ça. Notre opération de succession à chaque fois, bah, c'est de prendre, en fait, quand on a le successeur de ça, bah, finalement, on a dit que c'est l'ensemble qui contient ça et ça, sauf que celui-là, on a dit que c'était déjà l'ensemble qui contenait tous ses prédécesseurs. Donc en fait, on prend les éléments de cet ensemble-là, E, on l'appelle E, on prend les éléments de E, et on rajoute le singleton qui contient, en fait, on rajoute le singleton qui contient E, et du coup, ça nous fait, on est en train de rajouter ça, et tout ce qu'il y a dedans, et ça nous donne celui d'après à chaque fois. Bon voilà, je voulais juste donner cet exemple, essayer éventuellement de mettre pause et de réfléchir à comment c'est en train de marcher ce truc, et pourquoi c'est bien un triplet naturel.
Ce qui est... je voulais juste le mettre pour culture. Quoi. Donc là maintenant on passe à la suite, on va faire un peu de maths. On va démontrer le principe de récurrence. Alors on ne va pas le démontrer comme on l'avait fait en cours avec les histoires de prendre des minimums et faire ça par l'absurde, parce qu'en fait on ne sait pas qu'il y a des minimums dans N ou des trucs comme ça. Ça c'est une autre construction des entiers qui amène à ça, qu'on évoquera un peu plus loin dans la vidéo rapidement. Ce principe de récurrence, en fait, il va découler directement de ce qu'on appelle l'axiome de récurrence. Donc, le principe de récurrence, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si Pn c'est une propriété qui est définie pour tout n dans n, et qu'on a P de l'origine, d'habitude quand on bossait, c'était P de 0, hein, parce qu'on travaillait sur n. Si on travaillait sur les ensembles naturels, là on travaille sur n, tel que ONS ou un triplet naturel. Donc on a P d'autre origine qui est vrai, et que pour tous les entiers, si on a P d'un nombre, alors on a P de son successeur. Ce qu'on est en train de dire, c'est si on a Pn, alors on a Pn plus 1. Sauf que Pn plus 1, en fait, c'est le successeur de... Donc sinon on a P de l'origine, et qu'on a tout n, Pn implique P de Sn, alors Pn est vrai pour tout n dans n. Donc ça c'est notre principe de récurrence, hein, quitte à remplacer notre O par un 0 et notre S de n par un n plus 1, on reconnaît très bien ce que c'est. Donc maintenant, on va le prouver, hein, parce que c'est bien beau de l'avoir énoncé, mais d'où il sort? En fait, il découle directement de notre axiome qui s'appelle l'axiome de récurrence, qui est le principe ici. On va considérer l'ensemble des n appartenant à n tel que la propriété soit vraie. On l'appelle A. Donc là, déjà, c'est un sous-ensemble de n, hein, parce qu'on a pris des n dans n. Il contient O. Parce qu'on avait dit que P de O c'était vrai, donc O est bien dans A. De plus, on a bien que SA est inclus dans A. En effet, si on prend un n dans A, du coup, si ce n on l'a pris dans A, il vérifie, Pn est vrai, hein, donc il vérifie Pn. Mais comme Pn implique P de Sn, P de Sn est vrai aussi, et donc Sn est dans A. Ainsi, pour tout élément dans A, son successeur est dans A, donc S de A est inclus dans A. Donc on a dit que A c'était un sous-ensemble de n qui contenait O et qui vérifiait S de A inclus dans A inclus dans n, O appartient à A, S de A inclus dans A, donc A égale n. C'est notre axiome de récurrence qui nous dit ça. Du coup on a A égale n, et si A égale n, ça veut dire que pour tous les entiers dans n, on a P. Et là, on a montré notre principe de récurrence. Voilà, le principe de récurrence, c'est juste une conséquence de l'axiome de récurrence, c'est le domino. C'est vrai au début, on enchaîne l'opération de successeur, et ça va nous construire tous nos entiers. C'est vrai en 0. Si c'est vrai à un nombre, c'est vrai à celui d'après, on applique S, donc c'est vrai pour S de 0, c'est-à-dire 1. C'est vrai pour S de 1, pour S de 0, c'est-à-dire S de 1 qu'on appellera 2. C'est vrai pour S de 2 qu'on appelle 3. Et ce que nous dit notre axiome de référence, c'est que si c'est vrai pour un nombre, et que pour chaque nombre c'est vrai pour son successeur, alors c'est vrai pour tous les entiers. Voilà. Notre axiome de récurrence, c'est ni plus ni moins en fait que ce qui nous permet de démontrer notre raisonnement par récurrence. Donc voilà. On a parlé de notre raisonnement par récurrence, on va en faire une première utilisation pour définir un peu plus proprement ce que c'est que l'ensemble des entiers naturels. Parce que là, on a présenté jusqu'à maintenant des triplets naturels, mais qu'est-ce que c'est notre ensemble n, celui qu'on attend tous? Donc, en fait, pour construire notre ensemble des entiers naturels, il faut remarquer que si on prend deux triplets naturels différents, en fait, ça revient au même. C'est pas les mêmes, forcément. Vous avez bien vu que là, j'ai pris des triplets naturels qui étaient différents, ça me revient. C'est pas les mêmes triplets. Mais par contre, ça revient au même, dans le sens qu'on peut faire une fonction bijective. En fait, ils sont isomorphes un peu. On peut faire une fonction qui est une bijection entre ici et ici, et qui vérifie le fait que O1 est envoyé sur O2. Donc, en fait, on peut associer les deux origines entre elles. On peut vérifier pour tout n dans N1 que f de S1 de n, ce soit S2 de f de n, c'est-à-dire que pour chaque nombre, si on associe un
Par exemple, si on prend un petit n ici, un petit n1 ici et un n2 ici, quand on associe n1 à n2, si on fait d'abord, en fait, quand on va bien associer au successeur de n1 le successeur de n2, c'est ce qu'on est en train de dire là. Si on prend le successeur de notre petit n ici, et qu'ensuite on passe ça dans l'autre ensemble de triplets naturels, c'est la même chose que d'abord passer dans l'autre ensemble de triplets naturels, c'est-à-dire, en fait, on avait notre petit n1, ici on avait notre petit n1, on a regardé son successeur, et ensuite on a regardé ce qui était associé à son successeur. Là, on a gagné notre petit n1, on l'a transformé en un petit n2 qui est dans l'autre ensemble, et on a regardé son successeur avec l'opération de multiplication de l'autre ensemble, et on a vu que ça marchait. Voilà, l'idée de dire qu'ils sont ici isomorphes, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment le terme, mais bon, c'est de dire qu'on peut associer les origines entre elles, et que si on associe deux nombres entre eux, alors leurs successeurs sont aussi associés entre eux, et donc, donc la vie est belle, parce qu'en fait on a montré que ça marchait exactement pareil. Voilà, donc ça c'est l'idée qu'à partir du moment où on a montré que si on prenait deux triplets naturels, ils marchaient exactement de la même façon du point de vue de l'opération de succession en fait. Du coup on peut en prendre un parmi tant d'autres, on prend un des triplets naturels, on l'appelle grand N, l'ensemble des antinaturels, on appelle son origine 0, et à partir du moment on a fait ça, celui-là c'est l'ensemble, on dit que c'est l'ensemble des antinaturels, et en fait l'idée c'est que si on a n'importe quel autre triplet naturel, on peut se ramener à cet ensemble-là. On n'est pas en train de perdre quelque chose en prenant un triplet naturel plutôt qu'un autre. Voilà, c'est ce que nous dit cette propriété. Donc, on va prouver ça. Déjà, je vais montrer qu'il y a une fonction qui passe de l'un à l'autre et qui vérifie à chaque fois que f du successeur, ça soit que voilà, f du successeur d'un élément, donc du successeur du point de vue de la succession dans le premier triplet naturel, d'un élément qui est dans l'ensemble N1, ça soit le successeur dans l'ensemble N2 de l'image. Donc on va déjà montrer ces deux points et ensuite on montrera que la fonction qu'on a fait est bijective. Donc quand on fait ça, on va construire cette fonction par récurrence sur n appartenant à n1. Donc déjà on va poser f de O1 qui est égal à O2. Donc notre fonction elle est définie pour O1 pour O2. Ensuite on la définit par récurrence. On suppose que f de n est définie pour n appartenant à n1. Et on veut donc elle est définie pour n, on veut le définir pour S1 de n, et du coup on pose f de S1 de n qui est égal à S2 de Fn. On fait juste ça en fait. Et à chaque fois, on l'a défini pour l'origine. Si on l'a défini pour un nombre, on le définit pour son successeur. Et du coup, vu que f de n c'est défini, hein, bien sûr, parce que on a supposé que c'était défini, et que le successeur d'un nombre, il est défini dans notre deuxième triplet naturel, hein, bien entendu. Il suffit de faire ça. On l'a défini du coup en S1 de n, notre fonction f. Et vu qu'on l'a défini en S1 de n, notre fonction elle est bien définie partout. Hein, et elle vérifie bien ces deux points-là, parce que celui-là, on l'a fixé au début, et que celui-là, on l'a fixé là. C'est aussi con que ça. Voilà. Ce qui est un peu plus pénible, c'est de montrer que la fonction f, elle est bijective. Comment on fait ça? En fait, ce qu'on vient de faire là, c'est de définir une fonction f qui vérifie f de O1 égale O2, et f de S1 de n égale S2 de f de n. Et l'idée c'est qu'on fait la même chose, mais cette fois-ci on définit notre application f', au lieu d'aller ici f allait de n1 dans n2, hein, notre premier ensemble des entiers naturels, notre premier ensemble du premier triplet plutôt, dans notre ensemble du deuxième triplet. Et ensuite cette fois-ci on fait la fonction qui va être, on va montrer quelle est la fonction réciproque. On part cette fois-ci du deuxième triplet pour aller dans le premier triplet, et on l'a défini tel que f' de O2 ça soit O1, et tel que pour tout n dans N2, f' de S2 de n ça soit S1 de f' de n. Donc en fait c'est la même chose en inversant nos 1 et nos 2 et en changeant nos f par des f', quoi. Donc on le construit exactement comme on l'a fait ici. Hein. Et en fait elle fait exactement la même chose dans l'autre sens. Et
Maintenant, ben, ce qu'on a envie de montrer, c'était que f est bijective. Pour ça, en fait, il suffit de montrer que ça fait sa bijection réciproque. Et du coup, il suffit de montrer que, ben, tout n dans n1, on a f' de f de n, parce que f, hein, c'était ça prenait un élément de n1, donc f de n, c'est dans n2, n dans n1, f de n dans n2, f' ça prend bien un élément de n2 pour le renvoyer dans n1. Déjà, ça donne du sens qu'on a écrit là. Et on va montrer que, ben, pour tout n dans n1, f' de f de n, c'est n. Donc déjà, f' de f de O1, f de O1, on a dit que c'était O2. Donc c'est f' de O2. Mais O2, on l'a défini tel que f' de O2, ça soit O1. Donc f' de f de O1, c'est f' de O2, c'est O1. On l'a bien montré au rang 1. Au rang 0, excusez-moi. Maintenant, on fait notre réalité, on suppose pour un n appartenant à 1, et on le montre pour son successeur. Alors le successeur, c'est bien S1 de n, hein, parce qu'on est dans l'ensemble n1, et du coup l'opération de succession dans n1, c'est S1. Donc, si on prend f' de f de S1 de n, on peut montrer à la fin que c'est S1 de n. Sauf que f de S1 de n, on a défini f comme ça, c'est S2 de f de n. Donc c'est f' de S2 de f de n. Mais f' de S2 d'un truc. On a dit ici que f' de S2 d'un truc, c'était S1 de f' de ce truc. Et donc on écrit S1 de f' de f de n. Or f' de f de n, par hypothèse de récurrence, hein, on l'a supposé pour n appartenant à n1, ça c'est n. Et du coup, ben, S1 de f' de f de n, c'est S1 de n. Et on a montré notre propriété au rang suivant. Du coup, ben, f' de f de tout n, ça fait n. Donc f' de f, c'est l'identité de n1, bien sûr. De la même manière, ben, on montre que f de f', c'est l'identité de n2. Hein. En fait, on fait exactement la même chose en remplaçant tous nos 2 par d1, nos f par df'. Parce que là, on a montré que f' de f de n, c'est n. Et il faut montrer que f de f' de n, c'est n aussi. Ça marche pas. Donc f de f', c'est l'identité de n2. Et du coup, f', c'est la bijection réciproque de f, c'est-à-dire f-1. Hein, et on a montré que f était bijectif. Voilà, donc ce qu'on a montré, c'est que nos 2 triplets naturels, qui sont différents, on a pris 2 triplets différents, on peut les associer, on peut associer leurs éléments 1 à 1, en disant celui-là correspond à celui-là correspond à celui-là, en associant les origines entre elles et en montrant que les opérations de succession marchent bien, que les successeurs des nombres, ce qu'on a associé comme successeur, c'est bien, ça correspond bien, hein, que si on a n associé à n', on a bien s de n associé à s de n'. Et du coup, on a montré que si on avait 2 triplets naturels, en fait, si on avait n'importe quel triplet naturel, on pouvait se ramener en fait au triplet O1, N1, S1. Pour peu qu'on appelle ce triplet O1, N1, S1, bon, si on prend un triplet par exemple, on peut dire que pour tout triplet naturel, on peut se ramener à celui-là, parce que c'est un peu en vrai le triplet de référence sur la question. Pour tout triplet naturel, on peut se ramener à celui-là. Et donc on va dire que bah, celui-là, c'est notre ensemble des entiers. Et tout marche bien. Donc voilà, bon maintenant on a notre ensemble des entiers naturels, on sait faire un plus 1 en gros, on a un 0 et on sait faire une démonstration par récurrence. C'est pas tout, mais sur nos entiers naturels, on a une addition et une multiplication. Et du coup on est parti pour nos opérations usuelles sur l'ensemble des entiers naturels. Déjà on va commencer notre addition. Notre addition, on la définit par récurrence. En fait, on dit que ben, si on a un A dans N, A plus 0, ça fait tout le temps A. Donc on l'a défini pour ben, notre origine. Maintenant elle s'appelle 0, c'est plus sympa. SB, je l'appelle pas encore B plus 1 parce que déjà on sait pas trop. Déjà on a pas. Voilà, on n'a pas dit que S de 0, si on a rapidement évoqué l'idée que S de 0 ça soit 1. Mais je l'appelle pas B plus 1 pour des raisons d'associativité par exemple, parce que bah, par exemple A plus B plus 1, on sait pas trop si c'est où on met les parenthèses, des trucs comme ça. Donc pour l'instant je l'écris encore successeur, d'ailleurs je vais l'écrire successeur pendant presque tout le long du truc, parce que ça permet de mieux manipuler l'outil, hein. Mais à chaque fois dites-vous qu'on peut penser B plus 1.
Donc, ce qu'on dit, c'est que A plus 0, c'est A. Jusqu'à là, rien d'extravagant. Et on a défini A plus... Bah, en fait, pour n'importe quelle entrée A, on a défini A plus 0. Maintenant, on suppose que A plus B est défini, et on définit A plus S de B. A plus S de B, on va dire que c'est le successeur de A plus B. Alors ça marche. Déjà, ça a un sens, hein, parce qu'on est en train de dire que A plus B plus 1, A plus entre parenthèses B plus 1, en fait, c'est A plus B, entre parenthèses, le tout plus 1. Voilà, le successeur de A plus B, donc on prend A plus B, on additionne 1. Là, on prend A et on additionne le successeur de B, c'est-à-dire B plus 1. En fait, c'est un peu une associativité, ce qu'on est en train de faire. On dit que, quel que soit l'endroit où on met notre plus 1, que si on met notre plus 1 d'abord sur le B, puis qu'ensuite on additionne A à gauche, parce qu'il faut aussi y avoir des histoires de commutativité, ou qu'on commence par faire A plus B et qu'ensuite on additionne 1, ça revient au même. Pourquoi on a dit qu'on l'avait défini par récurrence? En fait, ici, parce qu'on l'a défini pour l'origine. On a supposé qu'A plus B était bien défini. Du coup, S de A plus B, c'est un truc qu'on connaît, hein, c'est S d'un entier naturel. Ça, on a défini de l'opération de succession plus tôt, donc ça marche bien. Et du coup, on dit que A plus le successeur de B, ou ça, c'était pas encore défini, hein, parce que on l'avait défini juste pour l'élément avant B, mais pour B, mais pas pour le successeur de B, cette opération. On dit que A plus le successeur de B, c'est le successeur de A plus B, avec A plus B qui était bien défini. Voilà, c'est notre histoire de récurrence. On sait qu'A plus B est bien défini, et du coup on définit A plus S de B. On l'a défini au rang B, on le définit au rang S de B. Voilà. En fait, c'est juste une réponse. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre loi plus ici, c'est bien la loi qu'on a envie d'avoir sur N. En fait, c'est ce qu'on appelle un monoïde commutatif. Bon, ça, je suis juste allé chercher le nom pour le fun, hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que notre loi plus, elle est associative, elle est commutative, et elle admet 0 pour un élément neutre. Voilà. Un monoïde, en fait, c'est le fait d'être associatif et d'avoir un élément neutre, et commutatif, ça dit ce que ça dit. Donc, je vais essayer de montrer que cette loi-là, l'addition ici qu'on a définie ici, elle est associative. Pour montrer que notre addition est associative, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on fait entre parenthèses 1 plus 2, après plus 3, ça fait la même chose que 1 plus entre parenthèses 2 plus 3. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi 1, 2, 3 Alors, 1 c'est S de 0, 2 c'est S de S de 0, et 3 c'est S de S de S de 0. C'est aussi simple que ça. L'arithmétique de Peano, c'est... En fait, 1, 2, 3, c'est juste des noms qu'on met sur des trucs qui sont 0, le successeur de 0, le successeur du successeur de 0, le successeur du successeur de 0, etc. Voilà. Donc, je vais montrer ici l'associativité, mais bon, la loi plus c'est associative commutative et admet 0 pour élément neutre, normalement vous étiez au courant. Donc, l'associativité, on la montre par récurrence sur C appartenant à N. En fait, tous ces trucs-là se montrent par récurrence, presque. Alors que 0 élément neutre, on l'a déjà à droite, en fait, ce qu'il faudrait montrer par récurrence aussi, c'est que si on sait que c'est commutatif, on sait que A plus 0, c'est 0 plus 1, ça fait A, et du coup 0 est élément neutre. Et je crois que si on veut montrer que c'est commutatif, il faut plutôt faire ça dans l'autre sens. D'abord montrer que 0 plus 1, ça fait A, et du coup, grâce à ça, montrer que c'est commutatif. Mais voilà. Donc, déjà, en fait, je vais faire l'associativité et je vais faire que ça, parce qu'on va pas faire 150 000 démonstrations par récurrence non plus. Donc on va le faire par récurrence sur C appartenant à N, on va montrer que pour tout A et B dans N, en fait notre hypothèse de récurrence c'est que pour tout A et B dans N, A plus B, le tout plus C, ça fait A plus, entre parenthèses, B plus C. C'est notre associativité. Ce qu'on est en train de dire c'est que on suppose, on montre que c'est vrai en 0 ça, que si on prend n'importe quel A et B, A plus B plus 0, c'est bien A plus, entre parenthèses, B plus 0. On suppose que c'est vrai pour un C donné et on montre que c'est vrai pour son successeur. Voilà. Je l'ai écrit un peu différemment de la récurrence qu'on a l'habitude de voir, celle ici, non, perdu, celle ici. J'ai pas écrit ça exactement comme ça en 0 et n implique S de n. Je l'ai écrit en faisant un ensemble, comme en fait dans notre axiome numéro 3, pour montrer qu'on peut faire ça comme ça aussi et que ça marche bien. Pour être un peu plus à l'aise avec ces notions. Donc en fait on est en train de prendre notre ensemble ici des C dans N tel que
on est bien ce qu'on a au-dessus, hein. On est bien notre propriété, c'est-à-dire que ben, C il soit associatif avec n'importe quoi en gros. Et quand on prend cet ensemble, ben, c'est un ensemble qui contient 0, hein, parce que ben, A plus B plus 0, quand on a dit qu'on faisait plus 0, hein, un nombre plus 0 c'est lui-même, donc ça c'est A plus B. Mais c'est aussi A plus entre parenthèses B plus 0, parce que B plus 0, référé ici, on se référant ici, c'est B aussi. Donc voilà, on a bien, si on prend 0, on a bien entre parenthèses A plus B plus 0 égale à A plus entre parenthèses B plus 0. La propriété est vraie au rang 0. 0 appartient bien à l'ensemble E. Ensuite, si on prend un élément C dans cet ensemble E, on va montrer que le successeur est aussi dans l'ensemble. C'est ça notre axiome de récurrence. Si on a 0 dans l'ensemble, pour tout nombre, on a son successeur. En fait, ça marche exactement pareil que le principe de récurrence, hein, sauf que juste on met en place un ensemble. Alors que le principe de récurrence, on disait, on mettait en place une propriété. Là, en fait, la propriété, elle est directement. En fait, dans le principe de récurrence, on met en place une propriété. Dans l'axiome de récurrence, c'est un ensemble qu'on a, mais ça change vraiment rien. Ici, on a un ensemble qui contient 0 et qui pour chaque nombre contient son successeur. Le principe de récurrence, on a une propriété qui est vraie en 0 et qui, pour chaque, si elle est vraie à un nombre, est vraie pour son successeur, ça marche pareil. Donc, si on prend C, un élément de E, on veut voir que A plus B, entre parenthèses, plus S de C, c'est A plus B, plus, entre parenthèses, B plus S de C. Voilà, l'associativité. Je regarde A plus B plus S de C. Alors, si on se réfère à notre définition de l'addition, ce qu'on a là, c'est en fait, notre A, c'est notre A plus B, et notre S de C ici. Donc, en fait, ce qu'on a là, c'est le successeur. Voilà, on a un nombre plus le successeur d'un nombre. Ça, c'est le successeur de notre premier nombre plus notre deuxième nombre. C'est le successeur de A plus B plus C. Voilà, mais si C il appartient à E, hein, notre hypothèse de récurrence, ça c'est en fait le fait de dire que C appartient à E, c'est notre hypothèse de récurrence. C'est on a A plus on a entre parenthèses A plus B on a C dans l'ensemble, du coup on a entre parenthèses A plus B plus C qui est égal à A plus entre parenthèses B plus C. Donc ça, et ben on change. On écrit ça comme ça. Or, le successeur de la somme de deux nombres, c'est le premier nombre plus le successeur du second. Là, en fait, la première étape, on était passé de ici à ici. Là, on refait la marche arrière, après avoir fait l'associativité à l'intérieur. Donc ça, c'est A plus le successeur de B plus C. Or, le successeur de B plus C, hop, on refait cette étape-là, c'est B plus le successeur de C. Du coup, ce qu'on a à la fin, c'est A plus entre parenthèses B plus le successeur de C, soit exactement ce qu'on cherchait. On avait écrit les parenthèses dans cet ordre, on les réécrit dans cet ordre et ça marche aussi. Du coup, le successeur de C, il vérifie la propriété, il appartient aussi à l'ensemble de E. Notre ensemble contient 0 pour chaque élément, il contient son successeur. Ou, autrement dit, notre propriété est vraie au rang 0. Et pour chaque nombre, elle est vraie pour son successeur. De même façon de voir la même chose. Dans le premier cas, on dit que par l'axiome de récurrence, elle est vraie. Dans le deuxième cas, on dit que par le principe de récurrence, elle est vraie. Et ça marche pas. Et on a montré notre associativité. Voilà. Notre addition, elle est associative commutative et elle met 0 pour l'élément neutre. Il y a un dernier truc à savoir dessus. C'est que tout élément est régulier. On dit aussi simplifiable. Ce qui est plus imagé comme terme. On la voit plus. Ça veut dire que si on prend un C dans une étoile, et là normalement ça aurait dû être pour tout A pour tout B, excusez-moi. L'idée c'est que si A plus C ça fait B plus C, on peut simplifier C de chaque côté. C'est pas soustraire C, attention, parce qu'on n'a pas défini de soustraction. Puis la soustraction c'est bizarre sur N, c'est pas toujours bien défini. 2 moins 3 on connaît pas trop. Voilà, donc pour l'instant, la soustraction, ça reviendra dans la prochaine vidéo quand on parlera des entiers relatifs. Dans les entiers naturels, le sens de la soustraction est pas foufou. Même si ça pourrait se définir, mais c'est beaucoup plus facile de définir d'abord les relatifs et ensuite la soustraction sur les naturels et les relatifs. Voilà. Donc l'idée c'est que si on a A plus C égale B plus C, on peut barrer le C de chaque côté
et de dire que A c'est B. Voilà, c'est ça le fait d'être régulier. Hein. En fait là, on ne dispose pas encore d'opposé. Hein. Dans un groupe, ça serait super simple. Si c'était un groupe, hein, il suffit d'ajouter l'opposé et on est bon. Mais bon, c'est pas un groupe N, hein, parce qu'il nous manque tous les négatifs. Donc pour l'instant, le seul truc qu'on a, c'est qu'on peut barrer le C. Et dire que A égale B, ça implique... non, A plus C égale B plus C, ça implique que A égale B. Donc ça aussi, on le montre par récurrence. On montre par récurrence pour C appartenant à N, que pour tout AB dans N, A plus C égale B plus C, ça implique que A égale B. Donc là aussi, je l'ai fait avec un ensemble. Hein. Si on considère l'ensemble des C dans N tel que C est régulier, c'est-à-dire que pour tout A, B appartenant à N, A plus C égale B plus C, il manque un petit, excusez-moi, il manque un petit implique A égale B. Je vais oublier de le copier ici. Parce que ça, il n'y a pas trop de monde qui vérifie pour tout AB appartenant à N, A plus C égale B plus C. Il y en a même aucun. Donc bien sûr, il y a un implique A égale B qui est passé. Il y a dû avoir une erreur lors de la mise en page. Oui, je sais, je suis une certaine mauvaise foi. Donc cet ensemble, il contient 0. Pourquoi il contient 0 ? Parce que A, si on a A plus 0 qui égale à B plus 0, étant donné que A plus 0 c'est A et que B plus 0 c'est B, ça veut dire qu'on a A égale B. Voilà, jusque là c'est pas trop compliqué. Maintenant, si on suppose que A plus le successeur de C, c'est B plus le successeur de C. Là, ce qu'on va faire, c'est encore la même chose que ce qu'on avait fait là. On avait A plus le successeur d'un nombre qui est égal à... En fait, l'idée c'est que A plus le successeur d'un nombre, c'est égal au successeur de A plus ce nombre. Donc, je me suis perdu ici. Si j'ai A plus le successeur de C qui est égal à B plus le successeur de C, A plus le successeur de C, c'est le successeur de A plus C. B plus le successeur de C, c'est le successeur de B plus C. Hein. Ça marche pareil. Et du coup, le successeur de A plus C, c'est le successeur de B plus C. Or, par injectivité de S, hein, si on a le successeur de A plus C qui est égal au successeur de B plus C, S, S c'est une fonction qui est injective. Si on a S de X égale S de Y, ça veut dire X égale Y. Ça, c'était tout au début ce qu'on a dit sur notre opération de succession. Du coup, A plus C, ça fait B plus C. Mais si A plus C c'est égal à B plus C, ça veut dire, par hypothèse de récurrence, ou parce que C appartient à E, de façon différente de dire la même chose, que A égale B. Et du coup, le successeur de C est dans E, autrement dit, la propriété est vraie au rang C, au rang successeur de C. Si elle est vraie au rang C, elle est vraie au rang successeur de C. Voilà, ce qui achève la récurrence. On a montré qu'elle était vraie au rang 0, que pour tout N, elle était vraie pour le successeur de N. Et du coup, on a montré que si on avait A plus C égale B plus C, on peut barrer le C. Barrer le C de chaque côté. Et maintenant, on avait défini notre addition, on passe à notre multiplication. Donc notre multiplication, on la définit aussi par récurrence. A fois 0, ça fait 0. Et si on prend A fois le successeur de B, ce qu'on est en train de dire, en fait, A fois le successeur de B, hein, c'est finalement... si on prend A fois N de règle générale, c'est A plus A plus A plus A N fois. Et donc si on fait A fois, entre parenthèses, N plus 1, ce qu'on a envie de dire, c'est que c'est A fois N plus A. C'est exactement ce qu'on est en train d'écrire ici. A fois le successeur de B, c'est égal à A fois B plus 1. Si je remplace ça par B plus 1, c'est A fois, entre parenthèses, B plus 1, c'est A fois B plus 1 fois A, c'est-à-dire. Voilà. C'est vraiment l'idée de A fois B, c'est défini au rang B, je vais le définir au rang successeur de B. A fois le successeur de B, en fait, c'est, j'avais additionné A B fois, je l'additionne une fois de plus. Voilà comment ça marche notre multiplication. Et du coup, là, on l'a défini par récurrence. Donc voilà, notre multiplication, ce qui est sympa de savoir, c'est que c'est un demi-anneau unitaire. Alors, ça aussi, j'avoue, je connaissais pas, je suis allé chercher le mot sur internet. Parce que, en vrai, en fait, quand j'avais tapé monoïde commutatif, là, en fait, un monoïde commutatif, ça peut aussi s'appeler un demi-groupe commutatif avec un élément neutre. Bon, des délires comme ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, si c'était un demi-groupe avant, peut-être que là c'est un demi-anneau. J'ai tapé, oui, ça existe. Donc il se trouve que ça c'est un demi-anneau unitaire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est que
être un demi-anneau unitaire, ça veut dire qu'il y en a un, que n plus c'est un monoïde commutatif, que fois est associative et commutative admet 1 pour élément neutre et 1 S de 0. Et elle est distributive sur plus, et 0 est ascendant, bon bref, plein de propriétés comme ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est des propriétés qu'on connaît déjà sur plus et fois. Hein. Quand on prend Z, c'est un anneau. Ici, on n'a pris que N, donc on a pris que la moitié de notre anneau, en gros. On a notre N+, qui était déjà le monoïde commutatif qu'on avait vu tout à l'heure. Mais en plus, fois, c'est associatif, c'est commutatif, donc c'est plutôt cool. C'est un demi-anneau commutatif unique. Mais bon, bref. Et on a aussi, vu que c'est unitaire, on a notre 1 qui est notre élément neutre pour notre multiplication. On a notre distributivité, hein, 5 plus 4 fois 3, c'est 5 fois 3 plus 4 fois 3. Et 0 est absorbant, 0 est absorbant, ça découle directement de ce qu'on a écrit ici. A fois 0 c'est 0, bon, il faudrait montrer aussi que 0 fois A c'est 0. Bon, je vous épargne toutes les démonstrations, c'est un sacré paquet de récurrences bien pénibles. Voilà, c'est les propriétés que vous connaissez déjà sur la multiplication. Je vous ai un peu montré comment marchait l'épreuve pour l'addition déjà. L'important c'est plutôt d'apprécier que de voir l'épreuve. Et puis aussi, pour tout élément dans n étoile, hein, il est régulier ou simplifiable pour la loi fois. Ça veut dire que si on a A fois C qui est égal à B fois C, alors A égale B. Attention, hein, ça c'est vrai que si C, il appartient à une étoile. Bien sûr, A fois 0 égale B fois 0, ça ne veut pas du tout dire A égale B. Voilà, donc bien sûr, quand on a notre élément dans n étoile, il est simplifiable, on peut le barrer. Si j'ai 3 fois 4 égale A fois 4, ça veut dire que A barré 4, c'est 3. Et voilà, on est content pour notre multiplication, on dit plein de trucs dessus, et maintenant on va passer à notre relation d'ordre. Voilà, on a défini notre addition, notre multiplication, ce qui reste c'est juste de dire qu'un nombre est plus petit ou plus grand qu'un autre. Donc voilà, comment est-ce qu'on définit notre relation d'ordre? De la façon suivante. On va dire que notre nombre A, il est plus petit que le nombre B, plus petit ou égal, si on peut écrire le nombre B comme A plus un nombre entier. Ah oui, si on dit que notre, par exemple j'ai 4, j'ai par exemple 4 qui est plus petit que 6, pourquoi? Parce que 6 c'est 4 plus 2, donc c'est plus grand que 4, on a ajouté plus 2. Là c'est exactement ce qu'on est en train de dire, B il est plus grand que A, parce que B il s'écrit A plus un nombre naturel. Voilà, donc bon alors cette relation d'ordre usuelle, déjà on va montrer que c'est une relation d'ordre, hein, parce que c'est toujours sympa. Donc déjà elle est réflexive. Pourquoi elle est réflexive, hein? Parce que A est plus petit ou égal à A, parce que A égale A plus 0. Donc vu qu'il est plus un nombre naturel, hein, A est égal à A plus un nombre naturel, ça veut dire que A est plus grand ou égal à A, donc A est plus petit ou égal à A, ça dépend de la façon dont vous le voyez. Ce A là est plus grand ou égal à celui-là, ce A là est plus petit ou égal à celui-là, la façon dont on le dit quoi. Donc on a bien A qui est plus petit ou égal à A, et on a montré la réflexivité. Maintenant pour la transitivité. Si on a A plus petit ou égal à B et A plus petit ou égal à C. A plus petit ou égal à B, ça veut dire qu'on peut écrire B qui est égal à A plus un nombre entier. Que C égale à B plus un nombre entier, donc B égale A plus U, C égale B plus B. Et du coup, on écrit que C, ici, en remplaçant par l'expression de B, c'est A plus U, que tout plus B. C'est aussi A plus entre parenthèses U plus B. Entre parenthèses, là c'est pas grave. Donc c'est A, C c'est A plus un nombre entier, hein, parce que le plus B c'est un nombre entier, bien sûr. Donc C c'est A plus un nombre entier, et du coup, A est plus petit ou égal à C. Donc voilà, on a montré la transitivité, maintenant, le plus pénible, c'est l'antisymétrie. Donc on a A qui est plus petit ou égal à B, et B qui est plus petit ou égal à A, et on veut montrer que A égale B. Donc si on prend U et V, du coup, on a ces deux relations, telles que B c'est A plus U, hein. Ça c'est parce que A est plus petit ou égal à B, donc B est plus grand ou égal à A, donc B c'est A plus un autre nombre. Autrement dit, B moins A c'est égal à un nombre entier qui est positif, on peut voir ça comme ça aussi, sauf qu'on n'a pas défini moins, donc pour l'instant ça n'existe pas. Hein. Donc B c'est égal à A plus U, A c'est égal à B plus V, parce que ça c'est parce que B est plus petit ou égal à A. Et du coup, A c'est A plus U plus V. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'expression de B qui était A plus U, on l'a remis là. Bon là j'ai eu la flemme de mettre des parenthèses, hein, c'est bon. Maintenant on sait que notre loi est associative. Donc A c'est A plus U plus V. Et vu que A c'est A plus U plus V et qu'on a dit
tout nombre était régulier, je peux barrer le A de chaque côté, et j'ai 0 égale plus V, ou plus V égale 0, hein, bien sûr, notre relation d'égalité est symétrique. Ouais, bon, d'accord, j'aurais dû écrire 0 égale plus V, mais donc U plus V c'est 0, et U plus V qui est égal à 0, ça veut dire que U c'est 0, V c'est 0. Mais comment on sait ça, que U c'est 0 et V c'est 0 quand U plus V c'est 0? Parce que ce qu'on a envie de dire d'habitude, c'est bah oui, j'additionne deux nombres. S'il y en a un plus grand que 0, que je lui additionne un autre nombre, bah j'ai un nombre strictement plus grand que 0, que je lui additionne un autre nombre, c'est toujours strictement plus grand que 0. Sauf qu'on n'a pas de relation d'ordre, donc on ne peut pas faire ça comme ça. Donc oui, U plus V égale 0, ben on va devoir montrer que ça veut dire que U ça fait 0 et que V ça fait 0. Ben en fait, il suffit de montrer que U ça fait 0, hein, pour montrer que V est égal à A plus U, c'est 1. Donc je vais montrer que U ça fait 0. Et pour ça, je vais supposer que U est différent de 0. Je vais le faire par là-dessus. Donc si U est différent de 0, je peux prendre un W tel que U, ça soit le successeur de W. Là, bien sûr, hein, mes successeurs, c'est tous mes entiers sauf 0. Si mon nombre est différent de 0, ça veut dire que c'est le successeur d'un autre nombre. Donc U, je l'écris successeur de W. On avait U plus V qui valait 0. Et U plus V, c'est le successeur du coup de W plus V. Et le successeur d'un nombre plus un autre, un successeur de W plus V. Bon, alors quand on l'avait défini, hein, notre addition, on avait dit que, on avait dit que c'était A plus le successeur de B qui est égal au successeur de A plus B. Mais bien sûr, si on écrit dans le sens, hein, vu qu'on a dit que ça commutait, successeur de B plus A, c'est bien aussi égal au successeur de A plus B. Donc ici, je suis perdu en route. Ici. Donc successeur de W plus B, c'est le successeur de W plus V. Et ça, c'est le successeur d'un nombre entier. Or, on a dit que les successeurs de tous les nombres, ils étaient différents de 0. 0 n'avait pas d'antécédent par l'opération de succession. Ça, c'était notre deuxième axiome. 0 n'appartient pas à Sn, c'est-à-dire que ce n'est le successeur d'aucun entier. Donc là, on était là. Donc, le successeur de W plus V, c'est différent de 0. Mais on avait dit que U plus V, ici, ça valait 0. Donc si U est différent de 0, U plus V c'est différent de 0. Et ça c'est absurde, hein, parce qu'on veut que U plus V ça fasse 0. Donc ça veut dire que U c'est 0. Donc U c'est 0. B c'est A plus U. Donc B c'est A plus 0, c'est-à-dire A. Ça je vous l'apprends pas. Et du coup, vu que si on a A petit ou égal à B, B petit ou égal à A, on a bien A égale B. Et du coup, notre relation est antisymétrique. Voilà, réflexivité, transitivité, antisymétrie. Donc là, on a montré que c'était une relation d'ordre. En fait, on pourra montrer un peu plus tard que c'est une relation d'ordre total, et c'est même ce qu'on appelle un bon ordre. En fait, notre relation, elle vérifie ce qu'on appelle les axiomes de l'ordre. Alors, pourquoi on appelle ça les axiomes de l'ordre? Parce qu'en fait, on aurait pu prendre ça comme axe. En fait, là, c'est des propriétés, hein, c'est pas des axiomes, donc on les déduire de ce qu'on avait dit, de nos axiomes de Peano, qui étaient les trois qui étaient bien d'avant. Ici, ce sont des propriétés. Sauf que nos propriétés, si on avait pris ces trois propriétés à la place de nos trois axiomes là-bas, on aurait pu aussi construire N. Je vous explique très rapidement comment faire. Donc voilà, tout sous-ensemble de... Déjà, si on prend un sous-ensemble non vide de N, ça admet un petit élément. En gros, il y a un minimum de tout ensemble non vide de N. Il y a aussi un maximum à condition que l'ensemble soit majoré. Voilà, il y a un plus grand élément à tout sous-ensemble de N s'il est majoré. Par contre, s'il n'est pas majoré, en fait, si on prend N, en fait, tout court, N, il n'admet pas de plus grands éléments. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on prend notre nombre entier, il n'y a pas de plus grand nombre entier. Que si on prend un nombre donné de nombre entier, il y a un plus petit parmi ceux-là. Et que si on prend un nombre donné de nombre entier, pas forcément il y a un plus grand, mais si c'est majoré, il y a un plus grand. Voilà, parce que par exemple, si je prends tous mes nombres pairs, c'est pas majoré, donc il n'y a pas de plus grand nombre pair. Par contre, si je prends tous mes nombres pairs plus petits que 5, là c'est majoré, donc il y a un plus grand nombre pair plus petit que 5. Donc voilà, ils sont un peu longs à prouver ces axiomes. Je vais faire juste le premier. Donc, la preuve du premier, si on prend A,
un sous-ensemble de n. Soit 0 appartient à A. Auquel cas, on va montrer que 0, c'est le plus petit élément. Comment on voit ça? Ben, si on prend n'importe quel A dans A c'est égal à 0 plus A. Et ça veut dire que 0, du coup, c'est plus petit ou égal à A. C'est ce qu'on avait écrit juste avant. Si on peut écrire B égale A plus C, ça veut dire que B est plus grand ou égal à A, ou que A est plus petit ou égal à B. Voilà. Donc A, c'est 0 plus A. Donc 0 est plus petit ou égal à A. Donc pour tout A dans A, 0 est plus petit ou égal à A. Et 0, c'est le plus petit élément de A. Bon, là, on a fait la partie facile, hein, si on avait 0 dans A. Mais si on n'a pas 0 dans A, comment ça marche? Donc, si on considère l'ensemble des minorants, en fait, des éléments de A, c'est-à-dire tous les nombres qui sont plus petits, tous les nombres entiers naturels, qui sont plus petits ou égaux à tous les éléments de A. Cet ensemble, il est non vide, parce qu'il contient 0. 0, il est bien plus petit ou égal à tous les éléments de A. Or 0, on a dit qu'il n'appartenait pas... Oui, en fait, 0 est plus petit ou égal à tous les éléments de A. Et cet ensemble, il est différent de l'ensemble des antinaturels. Hein. Ça, c'est pas tout l'ensemble des antinaturels. Pourquoi? Parce que ben, A est non vide. Cet ensemble A est non vide. Et tous les... Vu que cet ensemble A est non vide, hein, on ne peut pas avoir que tous les nombres naturels sont plus petits ou égales à un élément donné. Donc voilà. Ah ouais. Alors. En fait, là j'ai utilisé le troisième axiome pour le montrer. Ce qu'on a dit, c'est que il aurait fallu montrer le 3 d'abord pour montrer le 1 ensuite. Et voilà. Oui, parce qu'on est en train de dire que d'un tout, il est différent de n, car A est non vide. Mais en fait, on est en train de dire que ben, si A est non vide, ça veut dire qu'il y a un élément dans A et on ne peut pas avoir tous les éléments de n qui sont plus petits ou égaux à A. Ça c'est vrai parce que n n'a pas de plus grands éléments. Voilà. On aurait dû montrer 3 avant 1. Ou modifier un peu ça pour avoir des stricts, mais bon, bref. Donc, quand on a pris cet ensemble, on a dit qu'il était différent de n. Mais il contient 0. Donc s'il est différent, en fait, s'il contenait 0 et que pour tout nombre on avait son successeur, pour tout nombre de notre ensemble B, le successeur était aussi dans B, ça serait n. Ça veut dire qu'il existe un nombre B, un petit b dans notre ensemble B, tel que son successeur ne soit pas dans B. Ah oui, parce que sinon, hein, si on avait, s'il y avait 0 dans B et que pour chaque nombre il y avait le successeur de ce nombre, ça serait l'ensemble des antinaturels, ce qu'on a exclu. Donc, le successeur, on prend un B, du coup, tel que son successeur ne soit pas dans B. Et en fait, ce petit b là, il est plus petit ou égal à tous les éléments de A. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le plus grand élément de B. Quand on dit ça, c'est b, il est dans le grand B, mais b plus 1, il n'y est pas. Donc, il est bien plus petit ou égal à tous les éléments de A, mais on veut montrer que c'est un minimum, hein. Donc il faut montrer aussi qu'il appartient à A. Comment on montre ça? Ben, si on prend un A qui appartient à A, vu que A il est plus grand ou égal à B, hein, on peut écrire A égale B plus C. Ça c'est parce que le petit b est un élément du grand B. Du coup, si on écrit A égale B plus C, ben, soit on a C égale 0, et du coup on a fini, hein. Si C égale 0, ça veut dire que A égale B, on a trouvé un élément de A qui est égal à B, donc B est dans A. Du coup, en fait, maintenant on peut considérer, donc si C c'est 0, on a gagné. Maintenant on peut supposer qu'en fait, pour tous nos A dans A, C c'est différent de 0. Si C est différent de 0, ben C c'est le successeur d'un nombre. Tous nos entiers différents de 0 sont les successeurs d'un nombre. C c'est le successeur d'un nombre qu'on va appeler D. On peut noter ça D plus 1. Voilà, je commence à utiliser un peu le plus 1, bon c'est une des dernières diapos, donc il n'est jamais trop tard pour introduire ça. Hein. Et du coup, le successeur de D c'est D plus 1, et du coup A c'est B plus D plus 1. Et que A ça soit B plus D plus 1, ça veut dire que ben, si on fait repasser le plus 1 de l'autre côté, hein, B plus 1 est
est plus petit ou égal à A. A est plus grand ou égal à B plus 1 parce que c'est B plus 1 plus un entier. Donc le successeur de B est du coup plus petit ou égal à A. Mais si on suppose que le successeur de B est plus petit ou égal à A pour tous nos A dans grand A, ben ça veut dire que le successeur de B il appartient à l'ensemble de grand B. Or on a dit que c'était pas le cas. Voilà, donc ça veut dire qu'il existe un A dans le grand A tel que ça soit faux. Tel que le successeur de B soit pas plus petit ou égal à A. Et on avait dit que il y avait deux cas, hein. Soit le successeur de B était plus petit ou égal à A, soit on avait ce C là qui valait 0, et dans ce cas A égale B. Donc ça veut dire qu'il y a bien un des A pour lequel C vaut 0, donc pour lequel A égale B. Et donc B appartient bien à A. Voilà, donc vu que B il appartient bien à A, ben c'est bien le minimum, parce qu'il est plus petit que tous les éléments de A, il appartient à A, on a trouvé un minimum. Donc voilà, bon, les axiomes de l'ordre, c'est un peu compliqué à démontrer, mais en fait c'est aussi intéressant. Bon déjà il faut les démontrer parce qu'en fait on les utilise c'est souvent quand même, hein, les histoires d'ensemble non vide et majoré qui amènent un minimum ou des trucs comme ça. Mais aussi ça peut être des axiomes pour construire N à la base. Comment on construit N à la base avec de tels axiomes? En fait, vu que tout ensemble non vide de N admet un plus petit élément, on a juste à prendre N déjà, qui admet un plus petit élément, on l'appelle 0 l'origine. Ensuite, si on veut définir notre successeur, par exemple on veut définir le successeur du nombre petit n, on a juste à prendre tous les entiers qui sont plus grands ou égal à n, ça c'est un ensemble, et différent de n, donc tous les entiers plus grands ou égal à n différents de n, ça fait un ensemble, et on prend le minimum, et du coup là on est en train de regarder le minimum des entiers strictement supérieurs, c'est bien le successeur, hein, le plus 1. Voilà, donc on peut aussi définir une opération de succession, une origine d'une opération de succession, et on doit pouvoir d'une manière ou d'une autre en sortir l'axiome de récurrence, bref, voilà, pouvoir tout refaire. Bon, alors en plus, notre ordre c'est un ordre total, hein. Pourquoi? Parce que si on prend A et B dans N, l'ensemble AB c'est un sous-ensemble de N, donc il possède un petit élément, donc on a bien A qui est plus petit ou égal à B, ou B qui est plus petit ou égal à A, ça veut dire que notre ordre est total. Et enfin, si on prend A, B, C et D des antinaturels, c'est compatible avec les opérations. Ça veut dire que si A est plus petit ou égal à B, C est plus petit ou égal à D, alors A plus C est plus petit ou égal à B plus D, etc. Tous des trucs comme ça. Ça, c'est nos règles d'opération sur les inégalités. Donc, voilà, on a vu beaucoup de trucs sur l'ensemble des antinaturels. Hein. Comment définir notre multiplication, notre addition, notre relation d'ordre. Voilà, c'était un peu l'ensemble pénible à construire, on va dire. Les autres sont nettement plus simples. Il y a moins de récurrence à faire, en gros. Et donc on s'arrête là pour cette vidéo sur l'axiomatique de Peano. Et la prochaine fois, on construira Z.